Je travaille dans la sécurité à Disney World, l'endroit le plus heureux de la Terre. Je ne suis pas supposé dire aussi clairement où je travaille, car il existe évidemment des règles de confidentialité strictes sur ce que les employés peuvent poster en ligne. Mais je ne pense pas pouvoir vous raconter ce qui est arrivé correctement sans préciser ce contexte. Et honnêtement, je crois que j'en ai fini avec ce job de toute façon. Je ne peux pas m'imaginer travailler ici plus longtemps. Je suis dans l'entreprise depuis 23 ans. Durant les 20 premières années, j'ai travaillé directement dans les parcs, en attrapant des pickpockets et des voleurs à l'étalage, et en mettant à l'écart les gens qui avaient trop bu. Parfois il y avait des bagarres, mais en règle générale les gens se tenaient assez bien. La chaleur et la marche devenaient de plus en plus difficiles à supporter pendant les dernières années. J'ai donc demandé à être transféré à un endroit qui avait la clim. L'entreprise m'a alors déplacé dans un de ces villages de vacances. Les conditions de travail étaient 1000 fois meilleures en ce qui concernait la température et le confort. Mais les problèmes des clients à gérer étaient beaucoup plus délicats, principalement des problèmes domestiques. Je pense que le coût élevé de ces vacances et le stress jouaient sur les nerfs de beaucoup, et j'étais souvent appelé parce qu'une maman et un papa se criaient dessus. Je leur suggérais de faire une sieste ou des activités séparées pendant un petit moment, et ça suffisait généralement à les calmer. Mais rien de ceci n'est la raison pour laquelle je vous raconte tout cela. Je dois vous le dire tant que j'en ai la possibilité. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de la direction. Apparemment, quelques jours auparavant, le service d'entretien était allé dans une chambre qui aurait dû être retournée ce jour-là. Retourner, c'est quand un client part à 11h pour que le suivant s'installe vers 15h. Mais toutes les affaires de la famille qui est logée étaient encore là. Les agents d'entretien avaient laissé une note et étaient partis, mais 2 jours plus tard, quand ils sont retournés dans la chambre, rien n'avait changé. Tout était dans l'exact même état que la première fois. Je suis allé y jeter un coup d'œil, et comme je m'y attendais, il y avait une pièce vide pleine de bagages, de vêtements, de collations, quelques jouets. Tout ce dont une famille pourrait avoir besoin pour des vacances. Le manager avait déjà vérifié la réservation, et c'était une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 jeunes enfants. J'ai essayé d'appeler les numéros qu'ils avaient laissés, mais je suis tombé sur la messagerie. Nous étions un peu perplexes. J'ai donc demandé au service d'entretien de vider et nettoyer la chambre, et de mettre leurs affaires personnelles de côté, jusqu'à ce qu'on puisse entrer en contact avec quelqu'un. Je suis allé creuser davantage la réservation. La famille était arrivée 5 jours avant que la maintenance ne découvre toutes leurs affaires. J'ai trouvé qu'ils avaient payé des frais de parking et qu'il y avait une description de leur véhicule listé. Une promenade rapide dans le parking a suffi pour que je localise facilement leur véhicule. Ça excluait donc la possibilité d'un accident de voiture ou le fait qu'ils soient juste partis en laissant tout derrière eux. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient acheté un dining plan. C'est un système qui permet au client de payer sa nourriture à l'avance à l'aide d'un système de crédit qu'il peut utiliser dans les restaurants ou autres. Cette famille n'avait utilisé que 3 crédits, et le dernier était 2 jours après leur arrivée. Il s'est arrivé qu'ils étaient arrivés tard le premier jour. Ils étaient donc probablement restés à l'hôtel. Le jour suivant, ils avaient utilisé 2 crédits à Epcot, et le jour d'après, un seul crédit au parc Magic Kingdom à l'heure du petit déjeuner. Ici à Disney, nous avons des bracelets connectés portés par les clients et qui servent de clé de leur chambre, tickets du parc, carte de crédit, réservation, fast pass, un système coupe-fil pour les attractions, et plein d'autres choses. Cela a demandé du travail, mais j'ai finalement pu consulter l'historique de leur séjour. Le jour où ils sont allés à Magic Kingdom, ils ont pris leur petit déjeuner dans un restaurant là-bas et fait quelques attractions. La dernière effectuée était It's a Small World, aux alentours de 11h, puis plus rien. Il était enfin temps de faire appel à quelqu'un d'autre pour cette affaire. J'ai téléphoné à un collègue de Magic Kingdom et je lui ai demandé de me préparer les vidéos de sécurité de It's a Small World au moment où la famille y était, puis je suis allé le rejoindre. Quand je suis arrivé, mon ami était très confus, presque désemparé. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé. Il y a généralement une caméra pointée dans la direction où les manèges prennent et déchargent les clients.
La vidéo du début les a montrés en train de scanner leur bracelet pour accéder à l'attraction. La vidéo de fin a montré plusieurs personnes descendant du manège. La famille n'était plus là. On a tout de suite pensé au pire. Peut-être que l'un des enfants était tombé et que les parents et l'autre enfant sont descendus pour l'aider, se retrouvant tous blessés, tués ou bloqués quelque part au milieu des machines. On a arrêté l'attraction, en plein milieu de la foutue journée. On a stoppé cette musique entêtante et allumé toutes les lumières. Mon collègue et moi avons fait le tour de l'attraction 3 fois sans rien trouver avant de nous décider à appeler de l'aide. À la fin, il y avait près de 10 membres du personnel en train de fouiller les moindres recoins, et nous n'avons absolument rien trouvé, si ce n'est 3 téléphones portables et une casquette. J'étais stupéfait. J'ai continué à creuser l'historique de leurs 2 derniers jours, et je ne sais pas trop à qui confier ce que j'ai trouvé. J'ai appelé la police, et elle est en route, mais l'entreprise a une fâcheuse manie d'étouffer ce genre de choses. J'ai décidé que je ne pourrais plus me regarder dans une glace si je n'avertissais pas les gens d'une manière ou d'une autre, d'où ce témoignage. J'ai donc continué à creuser l'historique de leur séjour des 2 derniers jours, et j'ai remarqué qu'ils avaient acheté un memory maker, un faiseur de souvenirs. Il y a des photographes à chaque coin du parc, et des caméras dans la quasi-totalité des attractions. Et avec le memory maker, toutes les photos sont gratuites. Elles s'ajoutent automatiquement au compte Disney du client quand le système détecte qu'une photo de lui a été prise. Et le système le sait toujours. Tous les faits et gestes du client étaient connus en permanence avec les bracelets connectés. J'ai donc ouvert leur album de photos souvenirs, et je vous le jure, il y avait 732 photos. Les 30 premières étaient plutôt normales. Epcot, quelques manèges, devant le château. Mais le reste, toutes les autres photos étaient dans It's a Small World. L'attraction ne prend qu'une photo par tour. Cette famille avait donc fait ce manège plus de 700 fois. La première photo était plutôt normale. Tout le monde avait l'air heureux. C'était une journée chargée et le wagon était plein. La photo suivante était très difficile à regarder. Le wagon était vide, à l'exception de cette petite famille, et ils avaient l'air tellement confus. Sur les 10-15 photos suivantes, on pouvait voir le père se fâcher, hurler. La mère était accrochée à ses enfants comme si sa vie en dépendait, et on pouvait voir les enfants devenir de plus en plus effrayés, en larmes. Et ça continuait, encore et encore et encore. Après la 50e photo, on dirait qu'ils essayaient de sortir. Sur l'une des suivantes, le père n'était plus là. Sur une autre, ils avaient complètement disparu. Peut-être qu'ils ont réussi à quitter le manège et ont essayé de sortir, mais sur la suivante, ils étaient de retour dans ce foutu wagon. Après la 450e photo, je n'arrivais à voir que la mère et les enfants. C'est en regardant de plus près que j'ai pu voir le père, ou peut-être juste son cadavre, jeté sur l'un des sièges. Après la 675e, il n'y avait plus que la mère et un seul enfant. Un autre petit cadavre sur un autre siège. La mère et l'enfant ne bougeaient plus. Je pense qu'ils sont encore en vie, mais dans un état sacrément proche de la catatonie. Regardant droit devant eux, pâles, hagards. Et je vous le jure sur ma vie, les poupées bougeaient. Sur certaines de ces photos, je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elles ne sont pas là où elles sont supposées être. J'ai même vu une poupée dans le wagon avec la famille. Je ne pouvais plus regarder ça une seconde de plus. J'allais vomir mon déjeuner sinon. J'ai fermé le dossier. Sa taille a augmenté depuis que je l'ai ouvert. Mon Dieu, est-ce que de nouvelles photos étaient en train de s'ajouter? J'ai vu sur les caméras de sécurité que la police est arrivée. Ils vont donc prendre le relais très bientôt. J'aurais bien aimé comprendre ce que tout ce bordel veut dire, mais j'aurais aussi aimé n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je ne pense pas revenir vous donner des nouvelles après ça. Une fois que j'aurai parlé à la police, je pense que je vais partir d'ici pour ne plus jamais revenir. Je voulais juste laisser mon témoignage quelque part, avant que Disney ne s'empresse de raconter aux médias
une quelconque connerie pour expliquer pourquoi toute une famille avait disparu. Ils n'ont pas disparu. Je sais où ils sont. « 18 novembre 2013, 14h30. Je me nomme Sébastien. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai une passion pour l'exploration urbaine. Je crois que ça m'a pris quand j'avais 6 ans. Ce jour-là, je me promenais avec mes parents en forêt, quand une imposante maison est apparue derrière les arbres. Elle était belle, avec de grands escaliers de chaque côté des murs couleur abricot. Elle semblait si paisible et accueillante. Pourtant, à l'intérieur, tout était ravagé. Il y avait des maquettes d'immeubles, du verre brisé, des documents éparpillés sur le sol. On aurait dit qu'une signature de contrat avait mal tourné. Nous n'y sommes pas restés longtemps, mais ce jour-là, j'ai su que je voulais recommencer. Fouiller les lieux abandonnés par l'être humain, pénétrer le reste de vie des gens sans qu'ils ne le sachent. J'ai visité quelques endroits, certains m'ont marqué. Mais cet abattoir abandonné plus que les autres, j'y suis allé une nuit, seul. L'accès y était très simple, et les portes n'étaient pas verrouillées. Je me rappelle qu'il y régnait une odeur de mort. Il y avait de vieilles traces de sang au sol. L'atmosphère était lourde, et je n'étais vraiment pas à l'aise. Des papiers abandonnés dans un bureau un peu plus loin indiquaient la date. Ça faisait 5 ans que ce lieu était abandonné. Pourtant, l'odeur y était omniprésente. J'ai remarqué des escaliers un peu plus loin. Il y faisait vraiment sombre. Par moments, j'avais même l'impression que la lumière de ma torche avait du mal à percer cette noirceur. Ma curiosité l'a emporté. Je me suis aventuré sur les premières marches. Et l'odeur, mon Dieu, elle était encore plus infâme qu'à l'étage. En bas, tous les sols étaient munis d'évacuation. Il y avait de gros tuyaux au plafond. Je suppose que c'est ici que les abats et autres morceaux arrivaient. D'où l'odeur plus intense. J'ai regardé les murs. Les placards étaient encore pleins de fournitures d'hygiène, du savon, du papier. C'est alors que je l'ai entendu. Cette voix d'homme qui semblait venir de derrière moi. J'en eus le sang glacé. Je suis resté sans bouger pendant quelques minutes, essayant de contenir ma respiration. Puis avec ma lampe, j'ai balayé l'endroit autour de moi. Je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Je ne voulais pas croiser cet homme. Devant moi, il y avait un grand couloir. Je n'en voyais pas le bout. J'avançais avec précaution, en essayant de faire le moins de bruit possible. Les murs étaient décrépits. Il y avait quelques traces de moisissure à certains endroits. Au moment où j'atteignais le milieu du couloir, l'homme s'est mis à parler de nouveau. Mais cette fois, une jeune femme lui a répondu. Ce coup-ci, j'en étais bien sûr. Je n'étais pas seul. Et ce n'était pas mon imagination. J'essayais de comprendre, mais je n'entendais qu'un mot sur 2. Il semblait parler d'une 3e personne. L'homme s'est mis à hurler des choses incompréhensibles, puis le silence total est revenu. J'ai continué à longer ce couloir, en espérant trouver une autre sortie. Mais il n'y avait qu'une vieille salle d'attente sur la droite. 3 chaises étaient collées au mur. J'ai alors remarqué ce tableau noir au fond de la salle. Alors que je m'avançais, mon pied a heurté quelque chose. C'était un verre avec une vieille bougie dedans. En éclairant mes pieds, je me suis aperçu que j'étais au milieu d'un cercle, avec d'étranges symboles autour. J'ai relevé la tête pour lire ce qui était écrit sur le tableau. Règle 1, ne jamais revenir sur ses pas. Règle 2, ne jamais se retourner. Règle 3, ne jamais aider les autres, sinon tu perdras la partie. 1 coup pour moi, 2 coups pour toi, 3 coups pour elle. Je me suis figé sur place, en me demandant si ça m'était destiné.
C'est alors que 3 coups ont résonné dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Et si ce message était vraiment pour moi? Et si les personnes que j'avais entendues derrière moi étaient des sadiques sans cœur? Peut-être qu'ils avaient manigancé tout ça pour me faire subir je ne sais quoi. Dans le doute, j'ai préféré prendre les instructions à la lettre. Je ne pouvais qu'aller vers la porte devant moi. Je l'ai ouverte. Derrière, des couloirs et des portes à n'en plus finir. Mais dans quoi j'étais tombé? Des squatteurs avaient peut-être avec le temps creusé des galeries et aménagé les lieux pour y faire des fêtes ou je ne sais quoi. Une chose est sûre, cette partie ne devait pas être là à l'origine. Je marchais droit devant moi, en espérant ne croiser personne. Je n'osais pas me retourner ni même revenir en arrière. Je regardais tout autour de moi pour voir s'il n'y avait aucun piège sur mon passage. Il faisait très chaud là-dessous. La voix de la jeune femme s'est fait entendre. Elle rigolait à gorge déployée. On aurait dit qu'une petite fille était en train de lui parler. Des espèces de chants enfantins résonnaient le long des couloirs. J'avais l'impression qu'ils venaient de partout à la fois. Puis la jeune fille a hurlé. Un cri horrible. Il ne faisait qu'encourager mon esprit à se faire les pires scénarios possibles. Et le silence est revenu. J'ai trouvé un renfoncement dans le sol et je m'y suis caché. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Et si cet endroit était en fait le lieu d'une expérience bizarre? Peut-être que les cris et les rires venaient de haut-parleurs. Cette histoire commençait à me rendre dingue. 2 coups se sont fait entendre. C'était logiquement mon tour. Sans savoir vraiment quoi faire, j'ai décidé d'attendre en éteignant ma lampe pour ne pas me faire remarquer. J'étais dos à la paroi. J'écoutais attentivement le moindre bruit, voir si quelqu'un s'approchait de moi. C'est alors que j'ai senti une dizaine de mains sur mon corps. Elles étaient bien là. Des mains d'enfants bien réelles me plaquaient contre la paroi. Les rires venaient étouffer mes cris. Je n'arrivais presque plus à respirer. J'avais l'impression que mes côtes étaient sur le point de se casser. J'ai réussi à attraper ma lampe, je l'ai allumée et tout s'est arrêté. Je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vécu, j'en suis certain. Je me suis levé aussi vite que j'ai pu. J'ai couru avec ma lampe allumée. À quelques pas en arrière, la voix d'une fillette me répétait inlassablement « Rien ne sert de courir, tu vas perdre, je suis derrière toi. » C'est alors que j'ai trébuché sur quelque chose, m'affalant de tout mon long sur le sol en béton. En me relevant, j'ai découvert le corps d'une jeune femme. Elle était ensanglantée. 2 grandes plaies sur le visage donnaient l'impression d'un large sourire jusqu'aux oreilles. Ses bras étaient lacérés. Je n'ai pas pu en voir plus. J'ai repris ma course de plus belle en étouffant un cri. Je tremblais, je voulais hurler. J'avais envie de pleurer. C'était quoi ce bordel? Je voulais sortir de ce cauchemar au plus vite. J'ai dû pousser des dizaines de ces portes battantes. Je commençais à m'essouffler. Mon cœur battait tellement fort que ma poitrine me faisait mal. J'étais sur le point d'abandonner, de me laisser tomber à genoux sur le sol et d'attendre de finir comme cette femme. Et j'ai poussé la dernière porte. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne rêvais pas. L'air frais emplissait mes poumons. Le soleil commençait à se lever. J'ai repris mon souffle quelques instants, laissant échapper quelques larmes de joie. Je venais de gagner ce jeu malsain. J'ai regroupé le peu de force qu'il me restait pour rentrer chez moi. Si j'écris ces mots, c'est que je ne sais toujours pas qui ou quoi était présent ce soir-là. Je ne sais pas si j'en suis débarrassé, ni même ce qui m'attend. J'aime me balader dans la nature, prendre ma voiture, m'éloigner de la ville et explorer la campagne autour. C'est pendant une de mes promenades que j'ai trouvé ce journal,
à moitié enterré entre les racines d'un gros arbre. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Voici ce qui était écrit. Depuis quelques semaines, les bottes de foin ont commencé à s'éloigner lentement de la maison. Chaque matin en me réveillant, chacune avait bougé d'une trentaine de mètres de l'endroit où elle était la veille. J'ai supposé que c'étaient des blagueurs qui n'avaient rien de mieux à faire. J'ai donc laissé tomber. En quelques jours, cependant, les bottes avaient presque atteint les limites de la ferme. J'en avais marre de leur petit jeu, et j'ai décidé de les remettre à leur place. Il m'a fallu 1 heure pour toutes les ramener, et une fois cette épuisante besogne terminée, j'étais prêt à rompre le cou du petit con qui avait décidé de se payer ma tête. Le matin suivant, j'ai trouvé tous mes chevaux décapités. Ce n'était pas une coupure nette. On aurait dit que leur tête avait été arrachée. C'était l'odeur qui m'avait réveillé. Chacun des chevaux était affaissé contre son box. C'était une vision sordide, sanglante. Il n'y avait aucune trace des têtes. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer le bordel et enterrer les carcasses. Ce n'est qu'après avoir fini que j'ai remarqué que les bottes de foin étaient revenues à leur position d'hier, très loin dans les champs. Cette fois, je les ai laissées là où elles étaient. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon porche, avec mon fusil dans une main et une tasse de café dans l'autre. Je suis resté là pendant des heures, ne quittant pas les champs du regard, espérant prendre la main dans le sac celui qui s'amusait à déplacer mes bottes de foin. Mais la fatigue l'emportait, et j'ai commencé à m'assoupir. Je me serais complètement endormi si un bruissement ne s'était pas fait entendre à ce moment-là, provenant des arbres du bois environnant. Je me suis penché en avant, mon cœur battant d'excitation. J'allais enfin attraper ce petit con. J'ai fermement tenu mon fusil, attendant impatiemment que la personne soit suffisamment près pour la prendre en flagrant délit. Quand elle s'est suffisamment approchée pour que je puisse distinguer sa silhouette dans la noirceur de la nuit, je me suis tétanisé. C'était loin d'être un être humain. La chose qui venait de se glisser dans mes champs n'a pas semblé remarquer ma présence. Elle s'avançait discrètement, courbée, à travers le champ. Elle aurait pu sembler presque frêle, si ce n'était sa taille, qui avoisinait les 3 mètres, même penchée. La maigreur de ses bras et de ses jambes, ainsi son torse décharné, me rappelait un animal affamé. Pourtant cette chose était indéniablement forte, et je l'ai regardée pendant qu'elle soulevait chaque botte de foin avec une facilité déconcertante pour la déposer précautionneusement un peu plus loin. Elle regardait régulièrement autour d'elle, pour vérifier la position des autres bottes dans le champ, avant d'ajuster celle qu'elle tenait, toujours en silence. Avant que la chose s'en aille, elle a regardé vers la maison, dans ma direction. J'ai senti son regard me balayer dans le noir. Mais est-ce qu'elle m'a vu ou non? Je ne saurais le dire. Puis elle s'est silencieusement retournée, et elle est repartie par où elle était venue. Il m'a fallu 1 heure avant d'avoir le courage de bouger. Je suis rentré, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé que j'ai osé sortir de chez moi pour aller dans les champs. Les bottes de foin étaient là où la chose les avait laissées. Étrangement, elle ne les avait pas bougées aussi loin que les fois précédentes. Elle s'approchait de quelque chose d'invisible dans les champs. Et en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'elle semblait tracer une espèce de ligne. En effet, en marchant autour de la maison, j'ai pu voir qu'elle formait un cercle distinct avec moi au centre. Au début, je pensais que les bottes de foin étaient placées aléatoirement. Mais à présent, je voyais clairement qu'elle formait une espèce de limite, de frontière. La chose m'envoyait un message. J'ai mal dormi cette nuit-là, et je n'ai cédé au sommeil que parce que j'étais épuisé. Le lendemain, les bottes n'avaient pas bougé. Elles n'ont pas bougé de toute la semaine, en fait. Elles étaient enfin là où la chose les voulait. Je me suis rendu malade en essayant de les interpréter. Pourquoi cette chose gaspillerait autant d'énergie pour les déplacer?
en me menaçant avec autant de violence si j'essayais d'interférer. Car oui, tuer mes chevaux ne pouvait être que ça, une menace intelligente d'ailleurs. Elle savait ce qui me ferait peur, et elle savait que je comprendrais les implications de son geste. Le bruit d'une voiture se dirigeant vers ma ferme un matin m'a donné un regain d'espoir. Je prévoyais d'abandonner la ferme depuis que j'avais vu la chose, mais je ne pouvais pas espérer partir à pied sans risquer de subir le même sort que mes chevaux. Mais si je pouvais monter dans la voiture qui approchait, je pourrais m'enfuir avant qu'elle puisse m'arrêter. Je ne savais pas qui était le conducteur, et ça n'avait aucune importance. J'ai décidé qu'au moment où la voiture s'arrêterait, je sauterais sur le siège passager et je lui dirais de se tirer de là aussi vite que possible. Je n'en ai pas eu la chance. La voiture roulait lentement le long de la route au sol accidenté. Je l'ai supplié intérieurement de se dépêcher. Au moment où elle est passée entre les deux bottes de foin placées de chaque côté de la route, j'ai entendu un bruit sourd en provenance des bois. La chose est sortie en un éclair d'entre les arbres, s'élançant à quatre pattes vers la voiture. En quelques secondes, elle y était, tournant autour de la voiture comme un prédateur autour de sa proie. En un rien de temps, elle avait tordu et arraché l'acier du véhicule, se dégageant une ouverture pour atteindre le conducteur. L'homme, qui que ce soit, hurlait sans pouvoir s'arrêter. Je l'entendais même par-dessus le gémissement du métal torturé et le bruit du verre brisé. Ce n'est que lorsque la créature l'a broyé dans sa main que les hurlements se sont arrêtés. Elle l'a négligemment jeté et s'est redressée pour me regarder. Dans la lumière du jour, je pouvais la voir dans toute son inhumanité. Son corps était composé de quelque chose de terrible et de vivant, qui formait des plaques liées entre elles et un semblant de forme humaine. La matière dont elle était faite paraissait incroyablement dure. Et si je ne l'avais pas vue se mouvoir avec autant d'aisance, j'aurais pu penser que c'était du granit. La chose s'est repliée dans les bois, me laissant tétanisé. Mon regard a erré sur la carcasse encore fumante de la voiture, entre les deux bottes de foin. Soudainement, j'ai compris. Le message était clair. Je suis son prisonnier, et je n'ai pas droit aux visiteurs. Rien ne peut franchir les limites qu'elle a fixées. Je suis piégé ici, par la chose qui traque dans les champs. Et elle ne demande rien, à part que je ne parte jamais. Mais je ne vais pas être son oiseau en cage. Je réfléchis beaucoup ces derniers jours, depuis que je l'ai vu broyer cet homme. Si je franchis ses frontières, elle me fera très probablement subir la même chose. Elle me broiera le crâne avant même que je ne puisse lever les bras pour me protéger. Elle partira ailleurs et se trouvera un nouvel animal de compagnie. Elle continuera jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui accepte l'idée qu'elle soit dehors, tout près, l'observant à toute heure de ses yeux d'insecte brillants. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je pense que je vais tenter ma chance et essayer de fuir. Il n'y avait rien d'autre. Je me suis soudainement senti mal en voyant toute cette étendue déserte devant moi. Il me semblait entendre des bruissements au loin. J'ai filé vers ma voiture sans demander mon reste, en m'attendant à moitié à ce qu'une horrible créature surgisse derrière moi pour me déchiqueter. Mais j'ai réussi à l'atteindre sans encombre. Je suis parti de là-bas aussi vite que je pouvais. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme. J'espère qu'il a réussi à s'en sortir. Quoi qu'il en soit, faites attention lorsque vous vous promenez seul loin de la ville. La chose qui traque dans les champs pourrait rôder pas loin. Tous les êtres humains sont motivés par leur curiosité. Il y a toujours dans notre esprit ce désir irrépressible d'explorer l'inconnu, le mystérieux, et faire monter l'adrénaline. En ce qui me concerne, je retire cette montée d'adrénaline de l'exploration urbaine qui, comme son nom l'indique, consiste à explorer des bâtiments et des structures abandonnées, laissées pourrir, à la merci de mère nature.
L'exploration urbaine est très populaire de nos jours, grâce à Internet. Si vous en pratiquez et que vous avez un compte YouTube, il y a une bonne chance que vos vidéos deviennent virales. Explorer des endroits abandonnés reste toujours dangereux. Ces dangers comprennent entre autres les planchers et plafonds effondrés, les moisissures toxiques, des problèmes avec la police, des bagarres entre gangs, etc. Il y a souvent bien sûr des témoignages d'événements paranormaux dans certains de ces endroits. Étant donné leur passé sordide et dérangeant, ça me paraissait logique. J'ai moi-même été confronté au paranormal quelques mois auparavant. À mon université, je suis actuellement des cours de cinéma pour décrocher un diplôme en production cinématographique. Pour Halloween, notre professeur, M. Anderson, nous a assigné un projet spécial pour ce thème. Nous devions créer un court-métrage d'horreur. J'ai eu l'idée de faire un film sur un événement terrifiant dans la vie réelle. Aller dans un endroit hanté et filmer quelque chose de surnaturel, d'effrayant. Je voulais que mon projet balaye celui des autres élèves. Tous les endroits que j'avais explorés jusqu'alors avaient absolument zéro activité paranormale, mais après quelques petites recherches et démarches administratives, j'ai fini par trouver l'endroit parfait. Aux abords de la ville, au sommet d'une colline, se trouve un complexe de bâtiments qui était autrefois un hôpital psychiatrique. La bâtisse ne dégageait aucune impression de modernité. Lorsque vous regardiez les imposantes tours de pierre, vous aviez l'impression d'être au beau milieu d'un jeu d'horreur. Je vais vous présenter un peu de son histoire, sans vous ennuyer avec de trop nombreux détails. L'asile a été construit à la fin des années 1800, dans le cadre du plan Kirkbride, créé par Thomas Kirkbride. Ce dernier croyait qu'il fallait offrir aux malades mentaux de grandes chambres, de l'air frais et du soleil pour les guérir. L'asile était supposé être un lieu sûr, confortable, mais il est finalement devenu l'enfer sur terre pour ses patients. Selon les enquêteurs fédéraux, des patients forçaient les portes de leur chambre et se livraient à des meurtres sanglants sur quiconque se trouvait sur leur chemin, tuant un grand nombre des membres du personnel. Les suicides étaient courants là-bas. Des patients se pendaient à l'aide de draps ou plongeaient la tête dans des marmites d'eau bouillante qu'ils trouvaient dans la cuisine. La torture d'innocents était devenue une norme. Certains étaient enchaînés depuis tellement longtemps que leur peau avait poussé sur les liens qui les retenaient. D'autres étaient obligés de subir des bains d'eau bouillante ou glacée pendant des heures et des heures. Certains avaient même subi des lobotomies. Pendant la procédure, un pic à glace serait inséré dans l'orbite du patient pour déconnecter le lobe frontal du reste du cerveau. L'opération laissait des séquelles irréversibles. Ceux qui y survivaient devenaient infirmes. D'autres étaient réduits à l'état de légumes. L'établissement a fini par fermer ses portes en 1980 à cause des abus répétés et des négligences. Avec la sécurité impressionnante déployée pour garder l'endroit, il était presque impossible de s'y introduire par effraction. Les rares adolescents qui ont réussi à le faire ont raconté toutes sortes d'histoires folles. Des portes qui claquaient sans raison apparente, des têtes flottantes, des yeux brillants dans le noir, des fauteuils roulants qui bougeaient tout seuls, et des cris désincarnés. L'un des couloirs du bâtiment avait été surnommé le couloir des ombres, car des silhouettes sombres le parcouraient régulièrement. Je voulais à tout prix visiter l'endroit, mais je n'étais pas stupide au point de risquer des problèmes avec la justice. Heureusement, mon meilleur ami, John, est le fils du shérif. Je lui ai demandé de nous arranger le coup, et ça a fonctionné à merveille. Le gardien a accepté de nous ouvrir la porte, et j'avais le mot d'autorisation du shérif dans ma poche, au cas où on rencontrerait un garde de sécurité qui ne serait pas au courant. John était également mon binôme pour ce projet. Étant autant mordu d'histoire que moi, il a aussi fait des recherches sur le passé du bâtiment et a imprimé une copie des plans qu'il a pu trouver sur Internet pour qu'on puisse s'orienter pendant notre exploration. Nous avons décidé de commencer par le bâtiment principal. Une fois dedans, nous avons été ébahis par l'état de l'intérieur. Il était dans un état presque parfait, comme s'il n'avait fermé que la veille. Grâce aux efforts de la police locale, personne n'avait eu l'occasion de le vandaliser ou taguer les murs. Le seul dégât visible était le papier peint qui se décollait. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment avait été abandonné quand l'hôpital a fermé ses portes. Des fauteuils roulants, des lits, des seringues
Du matériel médical et des papiers étaient éparpillés dans presque toutes les pièces. Après une trentaine de minutes d'exploration, nous avons trouvé la salle de traitement par électrochoc, où plusieurs patients avaient connu un décès inimaginablement douloureux, dû au courant trop élevé pour que leur corps puisse le supporter. « Hé, regarde !» John pointait le mur. 2 épais cordons électriques y étaient attachés. Il a souri et m'a regardé. Tout l'argent du monde ne me convaincrait pas de brancher ces trucs-là à mes bras. Sans blague, j'ai répondu sur un ton sarcastique. Nous avons quitté la salle de thérapie et nous nous sommes engagés dans un autre couloir sombre. Le bâtiment n'était ni plus ni moins qu'un énorme labyrinthe. Nous l'avons vu en même temps. Une ombre noire géante a émergé du sol. Ses yeux verts brillants étaient fixés sur nous. Mes mains tremblaient d'excitation alors que je pointais ma caméra vers la chose. Au bout de quelques secondes, elle a disparu. « Tu as réussi à filmer ça ? Oh mon Dieu, dis-moi que tu as réussi à filmer ça !» s'est exclamé John. « Bien sûr !» j'ai souri. John m'a donné une grande tape sur l'épaule. « On va exploser tous les autres, notre projet sera le meilleur. » Au même moment, ma caméra s'est éteinte. J'ai essayé de la rallumer plusieurs fois, sans succès. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a ? La batterie est morte. Ça n'a aucun sens. Je l'ai chargée juste avant qu'on parte. John a haussé les épaules. C'est peut-être à cause des fantômes. Plusieurs enquêteurs de paranormal disaient la même chose concernant leur équipement électronique. On a capturé un fantôme, c'est déjà bien, et suffisant pour surpasser tous les autres projets. C'est une possibilité. Mais nous avons encore toute la deuxième moitié du bâtiment. On ne va pas laisser une batterie vide nous arrêter, pas vrai ? Nous avons donc continué notre aventure. Après quelques minutes, nous avons fini par nous retrouver dans l'aile D, là où étaient enfermées les patientes les plus violentes. De chaque côté du couloir, les portes des chambres en bois épais étaient munies de gros verrous. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Sans avertissement, toutes les portes ont violemment claqué, simultanément. Nous nous sommes figés. Puis, elle est apparue. Il n'y a pas eu de flash de lumière, ni de brouillard, ni aucun des effets qu'on voyait dans les films d'horreur. Elle est juste sortie de nulle part. Elle portait une simple robe d'hôpital blanche. Sa peau était aussi blanche que des ossements. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, pas d'iris, pas de veines. C'étaient juste des cercles blancs, vides. Quelques mèches de cheveux blonds encadraient aléatoirement son visage. Elle a parlé. « Vous, pourquoi êtes-vous ici tous les deux ? Vous êtes là pour me regarder souffrir, n'est-ce pas ?» Malgré son apparence terrifiante, sa voix était douce et agréable, mielleuse. On était paralysés par le choc. Elle a poursuivi. « Docteur, vous m'avez dit tous les deux que vous vouliez me soigner, pour que je puisse revenir dans la société, mais vous m'avez menti. Je savais que vous me mentiez. À chaque fois que vous m'enfermiez dans une pièce vide, et à chaque fois que vous m'électrocutiez, que vous brûliez ma chair, je voyais ce regard maléfique de joie et de satisfaction dans vos yeux. Vous ne vouliez pas me guérir. Je n'étais qu'une expérience pour vous, un cobaye avec lequel vous vous amusiez. Finalement, vous vous êtes lassé de moi. Vous vouliez donc réaliser une ultime expérience. Alors que j'étais pleinement consciente, vous m'avez attaché à une table d'opération. Vous vouliez découper mon cerveau en morceaux et me regarder hurler d'agonie. Vous vouliez me tuer de la manière la plus douloureuse possible et vous preniez du plaisir à regarder mes vaines tentatives pour me défaire de mes liens. Vous avez réussi. Mon regard s'est baissé vers ses mains et j'ai vu l'objet qu'elle serrait dans sa main droite. Un pic à glace. Elle a remarqué mon regard et a souri. Alors qu'elle souriait, toute sa peau s'est déformée, son visage s'est tordu, la rendant encore plus hideuse. Vous voyez, docteur, tout ce que je veux, c'est une petite revanche. Est-ce que c'est trop demandé ? Sa bouche s'est alors ouverte sur un trou énorme béant, et elle a laissé échapper le hurlement le plus fort, le plus glaçant que j'ai jamais entendu de toute mon existence.
Ce n'était pas un hurlement normal. Il pénétrait dans ma tête. Il occupait toutes mes pensées. Il a soulevé toutes mes peurs et les a amplifiées au point où elles provoquaient des vagues de douleur insupportables dans tout mon être. Je ne sais pas comment décrire cela autrement. C'était comme si elle incarnait la peur elle-même. « Cours !» a crié John aussi fort qu'il le pouvait. Elle s'est précipitée vers nous, avec une rapidité fulgurante, et nous nous sommes enfuis en courant, portés par une peur indescriptible. Nous avons dévalé les escaliers, et une fois au rez-de-chaussée, nous avons sauté par une fenêtre sans vitre. Une fois dehors, elle ne nous a pas suivis. Elle est partie. Le visage de John était blanc de peur. J'ai inspiré profondément. Je crois. Il a pointé un doigt tremblant vers l'hôpital. Je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Ce que les docteurs lui ont fait subir l'a rendue mauvaise, maléfique. Nous sommes rentrés chez nous, trempés de sueur et regardant derrière nous toutes les secondes. Et oui, nous avons eu des cauchemars. Qui n'en feraient pas après une telle expérience? Je ne vais pas conclure cette histoire en vous disant de ne pas visiter des bâtiments abandonnés avec un passé aussi chargé. Je sais que cet avertissement n'atteindrait personne. La curiosité est bien trop forte. Je vais simplement vous demander d'être prudent. Parfois, la pratique de nos loisirs peut conduire à des résultats inattendus. Et au fait, si on peut considérer cela comme une compensation, nous avons eu la note maximale à notre projet. Quels sont tes derniers souvenirs? La question était on ne peut plus anodine. Et pourtant, j'ai senti que son véritable sens m'échappait complètement. Mes derniers souvenirs. J'étais dehors, seul. La nuit venait de tomber. Je me dirigeais vers une fête d'anniversaire, il me semble. Oui, c'est ça. L'anniversaire de Laurent, mon meilleur ami. Au détour d'une ruelle, après quelques minutes de marche, j'ai aperçu sa maison. Je me réjouissais d'avance de la soirée grandiose qui s'annonçait, mais soudainement j'ai entendu quelque chose s'approcher. Et ensuite, plus rien. Je me suis réveillé ici. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais prisonnier de cet endroit. Je ne savais même pas où j'étais, à vrai dire. Je pensais avoir été enlevé, mais je ne savais pas comment, ni pourquoi, et encore moins par qui. Il faisait tellement froid et tellement noir que je ne distinguais absolument rien autour de moi. Ma seule compagnie était cette voix, lugubre, et pourtant si familière. Où suis-je? J'ai tenté d'une voix affaiblie par la terreur. Aucune réponse. Un profond silence s'est installé à nouveau. L'ambiance était oppressante, et sans aucun repère pour m'orienter, j'avais l'impression de flotter au-dessus d'un vide insondable. La voix a repris la parole. Le 12 janvier 1952, cette date te parle-t-elle? Cette question n'avait pas plus de sens que la précédente. Que voulez-vous que je réponde à ça? Je n'étais même pas né à cette époque. À moins d'avoir loupé une date importante durant mes vieux cours d'histoire au collège ou au lycée, cela ne m'évoquait absolument rien. Je ne comprends pas vos questions. Je lui ai répondu aussi sèchement que possible. J'avais peur, mais je n'avais pas l'intention de lui montrer. Je ne voulais pas que cette personne, quelle qu'elle soit, puisse prendre le dessus sur moi d'une quelconque manière. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elle voulait, ni le pourquoi de ces questions. Tout ceci avait l'air d'un jeu, un stupide jeu à sens unique. Il a continué sans relever. Le 14 février 1905, le 23 août 1939, le 12 janvier 1952. Je ne voyais toujours pas où il voulait en venir. Ces dates devaient vraiment me rappeler quelque chose. Elles semblaient n'avoir aucun lien entre elles. Elles ne renvoyaient à ma connaissance à rien de particulier. J'ai réfléchi. Peut-être une allusion à mes parents,
ou à mes grands-parents. Le 14 juillet 2016. Mes pensées se sont arrêtées net. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le 14 juillet 2016. Non, c'était impossible. Qui était cette personne? Comment pouvait-elle savoir? C'était un hasard. C'était forcément un hasard. Mais je n'arrivais pas à m'en convaincre moi-même. J'ai senti les larmes monter malgré moi, mais elles refusaient de couler. C'était un accident, j'ai crié dans une vaine tentative de me justifier. Comme à chaque fois, cela fait beaucoup d'accidents. De quoi diable parlait-il? Ce n'était pas ma faute. J'avais beaucoup bu ce soir-là, jour de fête nationale oblige, et il était très tard quand j'ai quitté mes amis. J'étais vraiment dans un triste état. J'ai tout de même pris ma voiture pour rentrer chez moi. J'ai roulé et il était là en plein milieu de la route. Comment aurais-je pu l'éviter? Après le choc, je n'ai pas su quoi faire. J'ai été submergé par la panique. Je me voyais passer le reste de mes jours en prison. Et il en était hors de question. Alors j'ai continué. J'ai continué en le laissant sur le bord de la route, sans même descendre de mon véhicule, sans même vérifier son état. J'ai continué mon chemin sans un regard en arrière. Tu aurais pu le sauver. Beaucoup de choses auraient été différentes à l'heure actuelle. Mais quel était le but de ce jeu pervers? Me faire culpabiliser, regretter, demander pardon? Était-ce un parent de la victime? Ou alors la victime elle-même? Peut-être avait-elle survécu et cherché à me faire payer. Si vous voulez vous venger, faites-le, mais arrêtez ce cirque. Ce n'est pas le but recherché. Mais que voulez-vous à la fin? J'ai de l'argent, plein d'argent. Donnez-moi votre prix et oubliez-moi. L'argent n'intéresse malheureusement que toi, comme toujours. Alors relâchez-moi. Je ne t'ai jamais retenu. La prise de conscience fut immédiate. En effet, bien que je ne voyais absolument rien autour de moi, je n'étais pas pour autant attaché à quoi que ce soit, ni même entravé par des liens. Non, la réalité était bien pire. Je ne sentais plus mes mains, ni mes bras, ni même mon corps. Parle-moi de Betty. Betty, mon ex-femme. Qu'est-ce qu'elle venait faire là-dedans? Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs mois. C'était elle qui avait orchestré toute cette mascarade. Il est vrai que je n'avais pas été très tendre avec elle suite à notre divorce. Je l'avais complètement ruinée, pour être honnête. Mais à quoi lui aurait servi tout cet argent? Il m'appartenait autant qu'à elle, de toute façon. Certes, elle était la seule à travailler dur, mais nous étions mariés après tout. Et je ne la voyais pas souvent, ça n'a pas aidé. Oui, c'est uniquement de sa faute si elle en est arrivée là. Tu n'apprends décidément jamais, c'est bien dommage. Je n'en pouvais plus de ces non-dits, de tous ces mystères. Cela ne semblait pas l'amuser non plus, alors à quoi bon? Je ne comprenais rien à ce qui se passait, et mon tortionnaire n'avait pas l'air de vouloir me donner d'explication. Cette situation, en plus de n'avoir aucun sens, devenait insupportable. Je voulais juste en finir, peu importe le but de tout ceci. Après un bref moment, il a de nouveau repris la parole. « Qu'en pensez-vous » Cette question m'a glacé le sang. À qui s'adressait-il? Dans cette obscurité écrasante, j'étais parti du principe qu'il n'y avait que nous deux ici. Mais plus le temps passait, et plus j'avais cette désagréable impression que d'innombrables regards étaient braqués sur moi. J'étais au centre de l'attention, analysé et jugé sur toutes les coutures, comme une bête dans un laboratoire. Je n'ai pas tardé à avoir la confirmation que nous n'étions pas seuls. De lourds murmures sont montés de cette assemblée invisible. De plus en plus nombreux,
de plus en plus pénétrant, avant de s'estomper petit à petit. Le silence assourdissant est revenu, résonnant et faisant écho à tout mon être. C'est donc unanime, il n'est pas prêt. Très bien. Sur ces mots, il a allumé ce qui semblait être un énorme projecteur, brisant les ténèbres ambiantes et m'inondant de toute sa lumière. Le changement était brutal après tout ce temps passé dans le noir, et j'étais littéralement aveuglé. Mais je devais voir, je devais savoir qui était cet homme et à quoi tout cela rimait. Il m'a fallu quelques secondes pour me sentir prêt. J'ai alors ouvert les yeux. La réponse était là, simplement devant moi. Et j'ai enfin compris. J'ai commencé à pleurer, à crier même, de toutes mes forces. J'ai supplié comme je le pouvais, mais il était trop tard, une fois de plus. Des chuchotements se sont fait entendre, loin, très loin, puis de plus en plus proche. Je ne sentais toujours pas mon corps, mais soudainement, j'ai senti ma conscience se faire écraser par une force incommensurable. Je ne pouvais pas lutter. Une douleur inimaginable, indescriptible m'a envahi. Chaque fibre de mon être était compressée, torturée, réduite au néant. J'essayais de hurler, mais aucun son ne se faisait entendre. Et au milieu de cette agonie, l'esprit embrumé de souffrance, j'ai entendu la voix de celui que j'avais pris pour un homme s'élever. « Retourne d'où tu viens et apprends de tes erreurs. Ce sera ta dernière chance. Nous nous reverrons. » Et je me suis senti partir. J'ai toujours su qu'il y avait un truc bizarre avec mon sous-sol. Mais je n'avais aucune idée à quel point la vérité pouvait être terrifiante. Je me souviens quand j'ai vu la maison pour la première fois. J'avais 7 ans, et mes jeunes parents venaient d'acheter leur première maison. Je détestais vivre dans le petit appartement miteux où nous habitions auparavant, et nous avons fait de grands yeux en ouvrant la porte. J'étais émerveillé en découvrant à quel point c'était spacieux. Je suis monté pour voir ma future chambre. J'étais tellement excité d'avoir ma propre chambre et de ne pas avoir à la partager avec mon frère en bas âge. Pendant mon exploration, je suis finalement descendu dans la cave. Le sous-sol n'était en rien comme le reste de la maison. En surface, l'intérieur était élégant et chic. La cave, elle, était froide, vide et malodorante. Le plafond était parcouru de vieux tuyaux sinueux et le sol simplement couvert d'une dalle de ciment. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'escalier, et j'ai été immédiatement surpris de voir à quel point il était étrange. L'escalier était encadré par 2 cloisons de plâtre qui tranchaient avec le reste du sous-sol. En particulier, une section de la paroi avait une couleur différente du reste. Elle faisait tache dans le décor. Je me suis rapproché et je l'ai tâté. La texture du matériau était très étrange. J'ai alors toqué dessus, et un écho a brisé le silence. Quelque chose dans ce son inattendu m'a tout de suite mis mal à l'aise. J'ai monté l'escalier et je pouvais toujours entendre le même écho dans le sous-sol vide. Alors que nous nous installions, j'ai commencé à me mettre à l'aise vis-à-vis de mon nouvel environnement. La maison devenait familière, toute la maison, excepté le sous-sol. Il venait toujours me rebuter, et j'évitais cet endroit du mieux que je pouvais. Notre famille n'aurait pas pu être plus heureuse. Moi et mon frère recevions tout l'amour possible de nos parents. Ma vie était parfaite. Puis ça a commencé. J'ai commencé à entendre des bruits étranges. Quand je les signalais à mes parents, ils m'ont fait le grand classique, comme quoi c'était le bois qui travaillait. Une nuit en particulier a pourtant bien démontré que quelque chose n'allait pas. J'étais descendu à la cuisine pour prendre quelque chose à grignoter, et au moment de fermer la porte du réfrigérateur, j'ai entendu comme des tapotements dans le silence de la nuit.
J'ai tendu l'oreille pour voir si je pouvais déterminer d'où le bruit venait. J'ai alors réalisé que ce son venait du sous-sol. Je me suis donc dirigé vers la porte de la cave et je l'ai ouverte, accueilli par l'obscurité. Mes oreilles se sont dressées. Il était là, à nouveau, ce bruit creux de tapotement. Le même son que j'avais entendu à ma première visite au sous-sol, quand j'avais frappé les cloisons de plâtre. J'ai allumé les lumières pour descendre les escaliers afin d'y jeter un œil. Les coups ont continué tandis que je descendais la première marche, et la peur m'a envahi. N'y tenant plus, je suis retourné en courant dans ma chambre, et je me suis caché sous mes couvertures, jusqu'à ce que la lumière du matin laisse sa place à une nouvelle journée. Je me souviens le lendemain quand j'ai descendu les escaliers. Premier debout, je me suis dirigé vers le salon pour jouer à la Nintendo. Sur mon chemin, je suis passé devant la porte du sous-sol. Elle était fermée. Même si j'étais en panique quand je suis retourné dans ma chambre la veille, je me souvenais très bien avoir laissé la porte ouverte et les lumières allumées. Sur le moment, je me suis dit que ma mère ou mon père avaient dû le faire, et je me suis plongé dans Super Mario Bros 3. Plus tard, j'ai mentionné l'incident à mes parents, et ils m'ont assuré que ce que j'avais entendu était uniquement le son de la chaudière. J'étais sceptique, mais ouvert à toute explication logique. Environ un mois après avoir emménagé, ma mère m'a demandé de remonter du linge propre du sous-sol, là où se trouvait notre machine à laver. J'ai accepté à contre-cœur. On était au milieu de la journée, et suffisamment de temps s'était écoulé pour atténuer la peur que j'avais ressentie une semaine plus tôt. J'ai allumé les lumières, j'ai descendu les marches 4 à 4. Je pouvais entendre l'écho de mes pas, et je sentais couler des sueurs froides sur mon front. Arrivé à la dernière marche, j'ai brusquement senti une odeur nauséabonde. Mes parents m'avaient dit qu'il devait y avoir une souris morte quelque part dans la cave, et m'ont assuré qu'ils allaient la retrouver. Je me suis dirigé vers la machine à laver. J'ai saisi les chaussettes à la hâte, et je les ai enfouies dans le panier à linge. Après avoir fermé la porte de la machine, j'ai examiné les alentours. Le silence de la cave était si étrange. Puis je l'ai entendu. Un murmure presque inaudible. Au début, je pensais que c'était quelqu'un à l'étage, comme si sa voix se propageait dans le sous-sol. Cependant, ce n'était pas le cas. Ce bruit venait vraiment du sous-sol, d'en dessous des escaliers. Alors que je restais figé par la peur, le murmure est devenu plus fort, bien que toujours à la limite de la perception humaine. Ce qu'il disait était incompréhensible pour mes jeunes oreilles. Puis il s'est arrêté, aussi vite qu'il a commencé. Je me suis déplacé vers les escaliers, en gardant un œil sur la partie bizarrement colorée de la cloison de plâtre. Alors que j'entreprenais de m'éloigner pour échapper à ce qui s'annonçait comme un cauchemar, le moment le plus terrifiant de ma vie s'est produit. Un gros bruit sourd a secoué les escaliers, presque au point de me faire tomber à la renverse. J'ai monté les escaliers aussi vite que mes jambes me le permettaient. Les larmes aux yeux, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Ils ont fait de leur mieux pour me rassurer, mais rien de ce qu'ils disaient ne pouvait apaiser mon esprit. Je leur ai dit que je n'aurais jamais dû descendre au sous-sol. Ils ont pris ma terreur au sérieux, car ils ont honoré ma demande. Ils ne m'ont plus jamais envoyé à la cave. Après 3 mois dans la maison, les choses étaient revenues à la normale pour moi. Et honnêtement, il y a eu une période de 2 semaines où j'ai été parfaitement serein. En fait, c'est probablement la dernière période de ma vie où j'ai connu une telle sérénité. Un moment en particulier me vient à l'esprit. Je me souviens avoir soulevé affectueusement Jonathan au-dessus de ma tête quand sa tétine était tombée de sa bouche. Je me souviens lui avoir fait un gros câlin, et je me souviens de son odeur. Cette merveilleuse odeur que les bébés émettent. C'est la dernière fois que j'ai senti ce parfum. Tout s'est anéanti pour moi et mes parents, la nuit du 2 juillet 1991. C'est le jour où Jonathan a disparu. Une demande de rançon avait été griffonnée dans un anglais à peine lisible et laissée dans son lit, exigeant $20 000 en espèces. La note informait mes parents que s'ils contactaient la police, Jonathan serait exécuté. Mes parents se sont isolés dans leur chambre, et je pouvais les entendre se disputer sur la décision à prendre.
Ma mère a finalement convaincu mon père et a appelé la police. Le lieu et l'heure pour l'échange avaient été indiqués sur la note. Aussi la police avait mis en place une écoute au cas où le ravisseur se décidait à appeler. J'ai demandé à mes parents et aux policiers s'ils avaient soigneusement fouillé la maison, au cas où le ravisseur était encore là. Ils m'ont assuré qu'ils avaient tout fouillé et que Jonathan serait vite récupéré. Mais une idée avait déjà germé dans mon esprit, une idée qui allait grandir et s'enraciner en moi tout au long de ma vie. Mes parents ont suivi les instructions, ils ont déposé l'argent et ont attendu à l'emplacement indiqué pour retrouver Jonathan. Le ravisseur n'est jamais venu. Inutile de dire que ça a déchiré ma famille. Les semaines ont passé et il n'y avait pas de nouvelles de Jonathan. Mes jeunes parents dynamiques n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ma mère en particulier. Elle s'en voulait pour avoir prévenu la police et pensait que c'était la raison pour laquelle Jonathan n'avait pas été retrouvé. Une nuit, alors qu'elle sanglotait seule en buvant une bouteille de vin, j'ai finalement décidé de lui parler de la théorie que j'avais en tête. Je lui ai dit que je pensais que c'était celui qui était sous l'escalier qui avait pris Jonathan, et qu'il était peut-être encore vivant. Elle a giflé mon visage si fort que j'ai vu des étoiles. Elle a crié sur moi. Sa culpabilité s'exprimait comme de la rage. Elle m'a dit d'arrêter mes histoires de gamin, et de simplement accepter que Jonathan avait été emmené par un malade, et qu'il était mort. Mon enfance a été détruite ce jour-là. Je me souviens de l'envie que j'avais de prendre un marteau et d'exploser tout ce qui se trouvait sous l'escalier. Mais la peur était trop forte en moi pour le faire. Ma famille a déménagé peu de temps après cet incident. Je me souviens avoir eu un peu l'espoir de jours meilleurs à ce moment, mais il s'est rapidement évaporé. Mes parents ont divorcé, ne supportant plus de partager leur douleur. Moins d'1 an après, ma mère s'est suicidée. La culpabilité l'avait submergée sans doute. Mon père a fait de son mieux pour m'élever, mais l'ombre de Jonathan était toujours suspendue au-dessus de nos vies. 20 ans plus tard, j'ai commencé à repenser à la disparition de mon petit frère et à la colère que j'avais ressentie. Ma famille avait eu une chance de jouir d'une vie normale et satisfaisante, mais elle avait été brisée par celui qui nous l'avait pris. On ne m'avait pas juste volé un petit frère, on m'avait volé une chance d'être heureux. En grandissant, j'avais fini par accepter la version officielle des événements. Mais ces derniers temps, la curiosité avait recommencé à m'occuper l'esprit. Je suis retourné devant la vieille maison pour constater qu'elle était actuellement vacante. Des idées ont commencé à tourbillonner dans ma tête. Un soir où j'avais bu, l'ébriété me donnant du courage, je me suis introduit dans la maison. J'avais décidé de le faire. Je me doutais que je n'allais rien trouver sous l'escalier du sous-sol, mais j'espérais que ça allait achever un trop long chapitre de ma vie et me permettrait de tourner la page. À mon grand désarroi, les escaliers sonnaient exactement comme dans mon souvenir, et un bruit creux envahit le vide du sous-sol. Arrivé en bas, j'ai examiné la cloison. Toujours cette petite zone à la couleur étrange, aussi sinistre que quand j'étais enfant. Cependant, la peur n'allait pas m'arrêter. En fait, je ressentais l'inverse. Je sentais un courage que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le moment de vérité était venu. Avec toute la force accumulée en moi par des années de colère refoulée, j'ai foncé épaule en avant vers la cloison, et les plaques de plâtre ont cédé au premier coup. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, et mon courage s'est envolé dans l'instant. Seigneur, des os partout. Un sentiment d'horreur inimaginable m'a pris en voyant les nombreux squelettes éparpillés. La lumière rasante donnait un air menaçant à leurs minuscules ossements. Des lambeaux de papier portant des inscriptions incompréhensibles parsemaient l'espace étroit. Il devait y avoir les restes de 20 ou 30 enfants. Ma peur a continué de grandir, tandis que je réalisais que les crânes étaient manquants. Un squelette en particulier avait attiré mon attention. Je suis tombé à la renverse quand j'ai vu ce qui ressemblait fortement à des traces de morsure sur le petit avant-bras. Je m'attendais à entendre un bruit sourd en tombant sur le béton. Au lieu de cela, j'ai entendu un son creux. J'ai regardé pour voir sur quoi j'avais atterri. C'était une trappe. J'ai essayé de trouver à nouveau du courage et j'ai tenté de surmonter ma peur. Je l'ai ouverte. Elle menait à un tunnel sombre, un vide sanitaire qui pouvait à peine faire tenir une personne couchée sur le ventre. L'odeur d'humidité qui s'en échappait me répugnait. Mais je savais ce que je devais faire.
Avant même d'être conscient de ce que mes muscles faisaient, je m'étais retrouvé à ramper dans l'obscurité, me dirigeant vers Dieu sait ce qui se trouvait à l'autre bout. J'ai levé les yeux, apercevant un ray de lumière dans les ténèbres. J'étais arrivé au bout du tunnel. Avec appréhension, j'ai poussé la trappe vers le haut. J'ai sorti ma tête prudemment. À ma grande surprise, le tunnel conduisait de l'autre côté de l'escalier. Je me suis extirpé hors du tunnel pour me retrouver dans le coin du sous-sol, faisant face à un sèche-linge couvert par des années de poussière. Tout cela me plongeait dans la confusion. Mais avant que je puisse former une pensée cohérente, les lumières s'étaient éteintes dans le sous-sol. Mon cœur s'est serré quand j'ai commencé à entendre quelqu'un descendre dans les escaliers. Marchant lentement mais sûrement, me signifiant que je n'étais plus seul. À chaque pas, mon cœur s'arrêtait de battre. C'est là que j'ai commencé à entendre ces chuchotements incompréhensibles qui m'étaient familiers. Les souvenirs d'une enfance perdue me sont soudainement revenus en masse. Craignant que la pénombre ne me cache pas convenablement à ce qui approchait, je me suis recroquevillé derrière le sèche-linge, ne voulant pas prendre le risque de voir quelque chose qui pourrait terroriser tous les fibres de mon être. La panique grandissait en moi. Qu'est-ce que j'allais faire s'il découvrait que son repère avait été révélé? Alors que je réfléchissais à mes options, des cris ont éclaté. Je parle de cris, mais rien ne pourrait réellement décrire ces sons gutturaux. Le bruit qui venait de briser le silence de la cave était si glaçant, si surréaliste. Il défiait toute description. Il était clair qu'il savait que quelqu'un avait découvert son sanctuaire. En un rien de temps, j'étais déjà dans les escaliers fuyant pour ma vie. J'ai couru à ma voiture, trop effrayé pour me retourner. Tous mes muscles travaillant de concert, j'ai ouvert la porte et j'ai tourné la clé dans un mouvement rapide. Alors que ma voiture démarrait sous la lumière des lampadaires, une ombre est tombée sur ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai roulé pied au plancher jusqu'au commissariat le plus proche. Hors d'haleine, j'ai tenté d'expliquer à l'officier à l'accueil ce qui venait de se passer. Un mois a passé depuis. Le lendemain de ma découverte, la police a lancé une enquête et a rapidement fait la même découverte macabre. J'ai été remercié par la police et la communauté pour ce que j'avais trouvé. Ils allaient être en mesure de mettre fin aux avis de recherche pour plusieurs cas de disparition. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de trouver l'auteur de ces crimes odieux. Ils ont commencé à analyser l'ADN des ossements. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi lorsque j'ai reçu l'appel m'informant que l'un des petits squelettes appartenait à Jonathan. J'ai partagé les nouvelles avec mon père. Son regard s'est illuminé. Le fardeau qu'il avait porté pendant tant d'années avait été levé. Nous nous sommes embrassés, des larmes plein les yeux. Toutefois, le soulagement a été pour moi de courte durée. La pensée qui me tient éveillé la nuit, c'est de savoir que cette chose est encore en liberté. La question qui empoisonne mon esprit est de savoir si ce monstre est propre ou figuré. J'espère ne jamais le savoir. Il faisait sombre. C'était morne. Les nuages de pluie s'étaient déplacés, mais l'eau continuait de couler des toits et des gratte-ciels. Les gouttes tombaient, et tombaient, et tombaient. C'était hypnotisant. Dangereux, dans la ville où il est déjà si facile d'être pris par surprise. L'homme encapuchonné s'avançait vers moi au milieu de la nuit, alors que je rentrais chez moi après une réunion au travail qui s'était éternisée. Il a prononcé les mots qui déchirent l'âme, une question aux réponses infinies, mais au résultat toujours constant. Je t'accorde un souhait. J'ai doucement ri. Fou ou pas, je savais comment ces histoires se déroulaient toujours. Vous faites un vœu, il est exaucé dans d'atroces circonstances, vous mourrez. Aussi simple que cela. J'ai lu La patte de singe, j'ai regardé Wishmaster. Je ne serais pas aussi imprudemment stupide. Je me suis senti intelligent quand j'ai fait mon souhait, tellement innocent qu'il n'y aurait aucun moyen de le retourner contre moi.
Je souhaite avoir 1 euro. S'il n'avait été qu'un fou, même lui aurait pu m'accorder ce souhait. Mais ce n'était pas un fou. J'ai regardé l'homme encapuchonné lever ses mains et tirer lentement la pièce dans la réalité, comme si elle sortait d'un trou noir. Elle est descendue lentement dans mes mains. Je l'ai regardée, incrédule. J'ai levé les yeux, mais l'homme avait disparu. À la maison, je n'ai rien pu faire d'autre que fixer la pièce, ne sachant pas si j'avais vraiment vu ce que je pensais avoir vu. Comment a-t-il pu faire ça? Est-il vraiment une espèce de génie? Est-ce que cette pièce était vraiment réelle? Ou étais-je en train de rêver? J'étais certain que non. Mais ce n'était pas ces questions-là qui me tracassaient le plus. La pensée qui tournait en boucle dans ma tête était: est-ce que je venais vraiment de cacher un souhait surnaturel pour 1 seul euro? Je pensais que si l'homme était le genre de génie qu'on trouvait dans les histoires d'horreur, il aurait créé une sorte d'enfer personnel dans ce souhait. Je pensais qu'1 euro aurait des conséquences minimes, mais je n'avais pas réellement envisagé que le souhait se réalise de toute façon. Je pensais que je me moquais d'un homme qui n'avait plus toute sa tête. Mais rien de tel ne s'est passé. L'être surnaturel a exaucé mon souhait, puis il est parti. J'aurais pu avoir n'importe quoi. N'importe quoi. J'aurais pu souhaiter des milliards au lieu d'1 seul euro. J'aurais pu souhaiter le pouvoir, être surhumain. J'aurais pu souhaiter la putain de paix mondiale. Mais j'avais 1 euro. 1 euro. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Bordel, je n'ai pas dormi de toute la semaine. Comment aurais-je pu? Chaque opportunité ratée, chaque moment embarrassant de mon passé, tout ce que je voulais changer me traversait constamment l'esprit. Chaque petit agacement résonnait inlassablement dans ma tête. La femme dans la cabine à côté de moi qui éclatait bruyamment sa bulle de chewing-gum. J'aurais pu souhaiter que sa bouche soit collée. Le mec qui n'arrêtait pas de me confier ses dossiers problématiques parce qu'il était incapable de les traiter lui-même, mais qui était quand même mieux payé que moi. J'aurais pu souhaiter qu'il soit viré. Mon patron, qui ne faisait absolument rien d'autre que m'engueuler jour après jour. J'aurais pu souhaiter sa mort pour prendre sa place. Samedi, je suis allé au travail. La seule autre personne qui travaille les samedis était mon patron. Ce connard fini, il n'avait jamais vraiment travaillé. Il venait pour se taper sa secrétaire dans les bureaux vides, pendant que sa femme à la maison avec leurs 2 enfants pensait qu'il était affairé à leur construire une meilleure vie. Elle m'aurait remercié. La graffeuse sur mon bureau ferait l'affaire. J'ai croisé la secrétaire sortant du bureau du patron. La graffeuse est rentrée directement en contact avec sa tempe. Elle s'est effondrée à mes pieds. Mon patron, qui n'avait même pas fini de boutonner son pantalon, a essayé de m'intimider en me criant dessus et en me disant que j'étais viré pour m'empêcher d'avancer. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il n'arrivait même pas à fermer son foutu pantalon. Je l'ai poussé contre le bureau, attrapé un stylo et poignardé ses 2 yeux avec. Cette fois, ça n'allait pas être aussi rapide qu'un coup d'agrafeuse sur la tête. Alors qu'il se tordait sur le bureau, je me suis assis dans le fauteuil qui me revenait de droit. C'est ça que j'aurais dû souhaiter, j'ai pensé. C'était la première fois de la semaine que j'étais aussi heureux. Ça aurait pu être la première fois tout court que j'étais aussi heureux, autant que je me souvienne. Quelqu'un dans les étages inférieurs a dû entendre les cris. On était au sommet de 16 étages. Peut-être que c'était le boss de quelqu'un d'autre se tapant aussi sa secrétaire qui nous avait entendus. Quelqu'un qui n'avait pas l'audace d'assassiner pour un meilleur travail. Qui que ce soit, je savais qu'ils nous avaient entendus, parce que je pouvais entendre les sons distincts des sirènes de police. Je ne crois pas qu'ils accepteront de me laisser ce travail après ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers le toit de l'immeuble, tirant difficilement le corps toujours tressaillant de mon ex-patron. Une fois arrivé en haut, j'ai pu me rendre compte que j'avais raison. Des voitures de police encerclaient le bâtiment. Ce sont elles que j'ai visées quand j'ai balancé le corps tête la première par-dessus le toit. J'ai entendu une voiture accuser le coup.
J'ai toujours pensé que ce type avait sa place dans une voiture de police de toute façon. J'ai entendu les policiers forcer la porte venant au toit. J'ai sorti la pièce d'1 € de ma poche. Mon seul souhait. Mon seul stupide putain de souhait. Je l'ai jeté au loin, puis j'ai sauté avant que les policiers ne puissent m'attraper. Passer ma vie en prison ne ferait que créer plus de problèmes, que je ne pourrais éluder avec un souhait. Alors que je tombais vers le trottoir en dessous, j'ai baissé les yeux. Au milieu de la police, personne ne semblait remarquer un homme encapuchonné aux yeux rouges incandescents, se tenant directement en dessous de moi, les bras grands ouverts, comme s'il voulait m'attraper. Ma dernière pensée avant d'arroser l'asphalte avec mon sang et mes tripes, ma seule pensée claire de toute la semaine, était que le diable est bien plus malin que je ne le suis. Petit, je n'avais que lui. Et je ne sais toujours pas si c'était un choix ou si les gens m'évitaient. Et même si en grandissant je m'étais sociabilisé, au final il était bien la seule personne qui importait pour moi. Avant qu'on aille se coucher, il me disait toujours que les monstres n'étaient que dans ma tête, et que si je n'y croyais pas, ils ne viendraient pas. Je le croyais vraiment. Tant qu'on ne croit pas à quelque chose, ça ne peut pas nous atteindre. Mais moi j'étais un gosse qui aimait bien se faire peur. Alors je continuais à y croire, même si Tom me disait que ça n'existait pas. Puis on a grandi, et on a commencé les conneries. Des ados, de base. Tom avait toujours des idées cool, et j'aimais bien traîner et faire des conneries avec lui. C'était mon frère, qui plus est mon jumeau. Je le suivais donc sans réfléchir. J'avais une confiance aveugle en lui. Un jour, on s'est retrouvés dans une vieille baraque délabrée. Et comme d'habitude, je me faisais flipper tout seul sans aucune raison. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et mon cerveau m'envoyait des images glauques par paquet de 1000 à la seconde. Tom était juste devant moi. Lui aussi voulait se mettre un petit coup d'adrénaline, je pense, mais il avait l'air un peu déçu. Il l'était jusqu'à ce que l'odeur arrive. Il a ouvert une porte au hasard, et c'est là qu'on l'a senti. Une odeur de charogne. Il avait ouvert en grand pour qu'on puisse entrer. Je n'avais jamais vu autant de bordel de ma vie. Même notre chambre était rangée à côté de cette piole. Je me souviens que mon regard ne s'est pas fixé tout de suite sur des points précis, mais que j'ai d'abord vu l'espace dans son ensemble. Je me souviens des mouches qui s'agitaient et qui tournoyaient près du lustre, et un peu partout autour de nous. Je me souviens aussi d'un livre à la couverture poussiéreuse. C'était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je me rappelle bien parce que je venais de le terminer, quand Tom avait insisté pour qu'on entre dans cette vieille bicoque. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'est le sourire de Tom. Un sourire heureux et excité. C'était génial, a-t-il dit en s'avançant dans la pièce. Je n'étais pas sûr que ce soit si génial, mais il a fini par m'en convaincre. C'est vrai que c'était excitant, et puis c'était toujours mieux que de glander à la maison. Je ne sais plus vraiment comment on les a trouvés, mais le fait est que l'odeur de viande pourrie venait de plusieurs cadavres de chats. J'ai froncé les narines en voyant ça. Ils étaient là, à moitié bouffés par les vers. Et si certains avaient l'air d'être morts naturellement, je me demande toujours comment le petit gris s'est retrouvé éviscéré avec les yeux crevés. Après ça, on est rentré à la maison et je suis allé voir Jessie. Je devais l'aider en français, je crois. Peu importe. Je sais seulement que Tom n'est pas venu avec moi ce soir-là chez Jessie. Et quand je suis rentré quelques heures plus tard, il n'était toujours pas là. Je n'y avais pas fait attention sur le moment. Vers 11h, quand je suis allé me coucher, il me l'a dit. Il m'a dit que les monstres étaient dans ma tête, et que tant que je n'y croyais pas, alors ils ne viendraient pas. Il m'a embrassé sur la joue et s'est couché à côté de moi. Je ne me souviens toujours pas à quel moment il était rentré. Il s'est passé à peu près une semaine avant que maman ne débarque.
On était dans le salon, Tom et moi. On regardait un talk show stupide en comatant sur le canapé. C'est là qu'elle est arrivée, complètement affolée et pleurant à chaudes larmes. Elle a hurlé mon prénom. Alors je me suis levé précipitamment, Tom sur mes talons pour la rejoindre dans le garage. Et je l'ai vu moi aussi. Un petit chat, roux cette fois, avec les tripes à l'air et les yeux perforés. Mon estomac s'est retourné brutalement, mais je n'ai pas vomi. Ma mère me regardait de la même façon que quand elle attendait une explication concernant une mauvaise note ou une convocation chez le proviseur. Les larmes et le dégoût en plus. Est-ce qu'elle m'accusait vraiment de cette atrocité? Moi, le gamin qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui libérait les araignées? J'ai compris que oui, et j'ai aussi compris que je la dégoûtais, alors même que je n'avais rien fait. Elle n'avait aucune preuve de ma culpabilité, mais rien que l'idée que je sois en mesure de faire ça la révulsait. Je pense que ça m'aurait fait la même chose de toute façon. Ma mère est sortie en me demandant de nettoyer. Elle ne m'a pas adressé un seul regard. Je me suis tourné vers Tom qui n'avait pas l'air si affecté que ça. Je trouvais ça horrible, mais j'avais quand même envie de comprendre. Et puis j'ai vu cette petite lueur presque amusée dans son regard. Je l'ai regardé un moment sans rien pouvoir dire, puis je lui ai demandé si c'était lui. Bien sûr, au fond de moi, j'avais déjà la réponse, mais il fallait que je l'entende, qu'il me confirme cette horreur. Il a haussé les épaules. Ouais, c'est pas si grave, faut qu'on nettoie tout ce bordel. Je pensais que si, c'était quand même plutôt grave. Mais bon, peu importait finalement. Alors on a nettoyé tout simplement. Il y en a eu d'autres, parfois décapités, parfois simplement étranglés, le plus souvent noyés. Je continuais de croire que c'était grave, mais Tom disait le contraire, et en général c'est lui qui avait raison. Et puis de toute façon, disait-il, ils auraient fini écrasés sur la route. Et puis il y a eu cette soirée frisson chez Jessie. Pour la première fois, Tom venait avec moi chez elle. Elle organisait cette soirée depuis des semaines et était toute heureuse que ses parents aient accepté de lui laisser la maison. Elle avait invité tous ses amis, dont moi. Elle ne connaissait pas Tom. Après tout, nous n'étions pas dans la même classe, lui et moi. Mais m'avait dit de l'emmener, que plus on était, mieux c'était. Elle avait aussi dit de se déguiser. Et Tom avait été réticent, mais à force de persuasion, il avait fini par accepter. J'aimais bien le personnage de Jeff, puis le maquillage était assez simple. Alors j'avais noirci le contour de mes yeux, ébouriffé mes cheveux et tracé le sourire de l'ange sur ma peau, qui était naturellement assez pâle pour se passer d'un fond de teint blanc. J'avais même sacrifié un de mes pulls blancs, que j'avais sali au colorant rouge, et n'avais pas eu besoin de déchirer un jean noir, puisque j'en avais déjà un, tout élimé depuis des années. Tom, lui, s'était transformé en zombie pour la soirée. On était arrivé chez Jessie sur les coups de 21h30. C'était une petite fête tranquille où tout le monde se connaissait un peu, puisqu'on faisait partie de la même classe. Cependant, personne ne connaissait Tom, et c'était normal. Il n'avait parlé à personne, mis à part moi, et n'était pas vraiment à l'aise ici. Je lui ai proposé de partir, mais il a refusé plusieurs fois. Je ne sais plus vraiment comment s'est déroulée la soirée. Je sais que j'ai un peu bu, mais pas au point d'oublier quoi que ce soit. Ça devait être banal, je suppose. Rien d'assez marquant pour que je m'en souvienne. Vers minuit, j'ai retrouvé Jessie un peu à l'écart. Elle était un peu ivre et riait de tout. On discutait tranquillement, et je n'avais pas noté la disparition de mon frère, avant qu'il ne réapparaisse, attaquant délibérément la jeune femme. J'ai crié. Je lui ai demandé ce qu'il faisait alors qu'il a frappé et que du sang commençait à couler de la bouche de Jessie. Je crois qu'elle était inconsciente parce qu'elle ne criait pas. Ou alors j'ai hurlé trop fort pour l'entendre. Mais elle n'avait pas l'air de se débattre non plus. Tom me disait de la fermer, que j'allais rameuter tout le monde si je continuais à gueuler comme ça. Alors j'ai arrêté de crier et il m'a demandé de l'aider,
J'ai porté le corps de Jessie jusque dans la salle de bain, sans trop comprendre ce que je faisais. Tom a ouvert le robinet de la baignoire et a fermé le bouchon pour faire couler un bain. Je ne comprenais rien. Pourquoi est-ce qu'il voulait prendre un bain tout d'un coup? Il a sorti un petit couteau de sa chaussure et moi je le regardais faire. Il était fasciné par ce qu'il faisait, par la lame qui entrait dans la chair de Jessie et le liquide rouge qui s'échappait de son corps. Moi j'étais fasciné par mon jumeau. Je n'avais plus peur de ce qu'il faisait. Je ne trouvais plus ça grave, seulement fascinant. Je me suis agenouillé à côté de lui pour mieux le voir faire. Quand il a eu terminé de mutiler Jessie, il m'a fait signe de l'aider à la soulever et on l'a plongée dans l'eau qui a rougi immédiatement à cause du sang qui coulait de ses plaies. Tom avait fait attention à ce que son nez et sa bouche se trouvent bien sous la surface de l'eau. Et nous avons quitté la soirée. Peu de temps après, les flics sont venus et nous ont emmenés, Tom et moi. Ils avaient des preuves apparemment, mais ils ont dit que je devais voir un psy avant d'être inculpé. Inculpé pour meurtre apparemment. Mais bon, elle aurait fini par mourir de toute façon. Le psy m'a longuement parlé de tout un tas de choses, dont je ne me souviens absolument pas. Je m'en foutais complètement. La seule personne que j'écoutais, c'était Tom qui se foutait de sa gueule. Je tentais de cacher mon rire, mais c'était peine perdue. Et le psy m'a demandé ce qui était drôle. Je ne lui ai pas répondu. Bill, les monstres sont dans ta tête, seulement parce que tu y crois. Si tu n'y crois plus, ils partiront. Je n'ai pas tout compris. Et puis il m'a tendu un petit article de journal daté du 2 mars 2004. J'avais 5 ans à l'époque. Drame familial. Tom, 5 ans, est mort ce matin dans un accident de voiture. Sa mère, Simone Collitz, 26 ans, est miraculeusement sauve. On m'a diagnostiqué un cancer au cerveau très agressif la semaine dernière. Mon temps restant ne se compte plus en années ou en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, je veux tout avouer. Je veux expier ma faute, ou du moins alléger ma conscience. J'ai vécu avec ça une partie de ma vie, mais maintenant que ma mort est proche, je ne peux plus garder ce secret pour moi. Alors écoutez bien, car ceci est la confession d'un mourant. J'ai fait des études de médecine en vue de devenir chirurgien. J'étais jeune diplômé à l'époque, et j'avais postulé dans tous les hôpitaux du pays et même à l'étranger. Aucun ne m'avait donné de suite favorable, sauf un qui se situait dans la banlieue de Berlin en Allemagne. Bon, je devais quitter ma famille et mes amis pour aller poursuivre ma carrière dans un autre pays, dont je ne parlais même pas la langue. Mais c'était une occasion inespérée d'acquérir de l'expérience auprès de chirurgiens professionnels. Je me suis donc installé à Berlin, dans une chambre de bonne. Il n'y avait aucun confort, mais je savais que c'était temporaire. Une fois l'expérience acquise, je retournerai en France pour trouver un poste à temps plein dans un hôpital prestigieux de Paris. Les premiers mois ont été difficiles, la barrière de la langue n'aidant pas. Je m'efforçais d'observer les opérations, je prenais des notes, je posais des questions en anglais, mais presque aucun chirurgien ne parlait cette langue. Au bout d'un an, à l'aide de cours particuliers, j'arrivais à comprendre l'allemand, et je pouvais enfin discuter avec mes tuteurs. J'ai pu parfaire mon apprentissage et enfin assister les chirurgiens pendant les opérations. Je progressais à une vitesse folle, car il y avait énormément d'opérations par jour. En effet, cet hôpital n'était jamais à court de patients. Ils venaient des 4 coins du pays et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Cœur, reins, poumons, je ne savais vraiment pas comment ils faisaient, mais ils en trouvaient toujours très rapidement. J'avoue que certaines pensées m'étaient venues à l'esprit, comme un trafic d'organes dans la ville, mais il n'y avait aucune preuve. Et surtout, c'était une aubaine pour moi de pouvoir assister à toutes ces opérations.
Une nuit, alors que j'étais resté dans l'établissement jusque tard, afin d'étudier certains ouvrages, sur les greffes présents dans le bureau du directeur Haussmann, je me suis endormi, le nez dans les livres. Il faut dire que la chaise de bureau du docteur était tout sauf inconfortable. J'ai été réveillé par des cris d'un homme. C'est normal dans un hôpital, me direz-vous. Mais c'était des cris d'agonie, c'était affreux. Je suis sorti du bureau et je commençais à chercher d'où ça venait. Je suis allé voir l'infirmière de garde, mais selon elle, aucun patient n'avait crié. Je retournai dans le bureau du docteur quand je les ai entendus une nouvelle fois. Cette fois, j'ai su reconnaître la provenance de ces cris. Ils venaient de derrière une porte qui menait vers les sous-sols de l'hôpital. Sur celle-ci, il y avait un gros panneau indiquant « Entrée interdite ». Évidemment, je voulais venir en aide à la personne, mais la porte était fermée. Les cris ne se faisant plus entendre après que j'ai posé les yeux sur la porte, je suis rentré chez moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout de suite posé des questions au docteur, lui demandant ce qu'il y avait derrière cette porte, et pourquoi on pouvait entendre des cris la nuit venant de derrière celle-ci. Lui qui avait toujours été gentil et souriant, s'est montré à ce moment-là sous un tout autre jour. On pouvait lire la colère dans ses yeux. Après m'avoir saisi par le col, il m'a plaqué contre le mur en me répétant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne me regardait pas, et en me menaçant de me virer avec perte et fracas si je continuais à mettre mon nez là où il ne le fallait pas. Je ne pouvais pas risquer ma carrière en me faisant virer de mon tout premier poste, alors je n'ai pu repenser à cette affaire durant quelques mois. Mais une nuit où j'étais de garde, j'ai eu besoin d'une agrafeuse, et je me suis souvenu qu'il y en avait une dans le bureau du docteur Haussmann. Et évidemment, en allant à son bureau, j'ai de nouveau entendu ces hurlements venant de derrière la porte. C'étaient les mêmes que la dernière fois. Et comme cela remontait à des mois, ça voulait dire que c'était la même personne qui souffrait là-bas. Je tenais à ma carrière, il est vrai, mais j'avais encore des valeurs. Je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça, sans rien faire. Je me suis rappelé que le docteur gardait un trousseau de clés dans son bureau. Je suis allé les chercher et j'ai essayé toutes les clés sur cette porte. Et par chance, il y en avait une qui a fonctionné. Je suis descendu dans les sous-sols de l'hôpital, tout en essayant de repérer d'où venaient les cris. Je suis finalement arrivé devant une autre porte, en métal. Au travers des cris de l'homme, je pouvais entendre 2 personnes parler en allemand. Je suis resté quelques minutes devant la porte, avant que les cris ne cessent. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par entrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, la poitrine complètement ouverte. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, un cœur humain, fraîchement retiré du torse du patient allongé sur la table. Il me regardait, les yeux grands ouverts. Il a posé le cœur dans une glacière, puis a enlevé son masque. J'étais terrifié. Je pensais déjà au pire. J'étais prêt à détaler et aller avertir la police. Le docteur m'a demandé d'attendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire, et que si à la fin de notre discussion j'avais encore envie d'alerter la police, il me laisserait le faire. J'étais vraiment contre cette idée, mais quelque chose m'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le cœur avait ouvert les yeux. Je n'en revenais pas. Je pouvais même l'entendre demander de l'aide. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Le docteur m'a donc tout expliqué. L'homme qui était couché là était un immortel. Ils existent bel et bien, mais préfèrent se fondre dans la masse. Et pour cause, si le monde apprenait leur existence, ils deviendraient des cobayes, des curiosités destinées à être exploitées par la science, dans le but de leur faire livrer leurs secrets. Mais ce n'était pas dans cet objectif qu'il en détenait un ici. Il m'a demandé combien de vies avaient été sauvées dans cet hôpital depuis que j'étais arrivé ici. Combien de demandeurs d'organes avaient pu avoir la vie sauve grâce aux greffes faites dans les temps. Il y en avait énormément, facilement 30 fois plus que dans les autres hôpitaux. C'est là qu'il m'a révélé leur but.
En effet, les immortels étant une source d'organes illimitée, à chaque fois qu'on leur prélevait un organe, cœur, foie, rein, ils repoussaient aussitôt. Parfois, lorsqu'on prélevait le même organe trop de fois à la suite, ils pouvaient mettre plus de temps à repousser que d'habitude. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins des autres hôpitaux, et que tout ceci devait rester secret, pour le bien des patients. Habituellement, ils le mettaient sous sédatif pour le laisser inconscient, mais lorsque l'on prélevait les organes, il ne faisait plus d'effet. La douleur le réveillait, et malheureusement pour lui, il devait supporter toutes ces opérations à vif. Il a fini par me poser une question. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes, femmes, enfants, qui attendent la greffe d'un organe uniquement pour sauver une seule personne? Une vie contre des milliers d'autres. Que choisis-tu? La réponse paraît évidente, mais croyez-moi, lorsque vous êtes confronté à ce choix directement, ce n'est pas si facile. Laisser ce pauvre homme se faire torturer encore et encore, ou bien fermer les yeux sur tout ceci, sauvant ainsi des milliers de demandeurs d'organes. J'ai regardé une dernière fois l'homme. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé avant de partir. Le lendemain, j'ai démissionné. J'avais préalablement informé le docteur que je ne dirais rien à propos de tout cela, puis je suis revenu en France. Je n'ai plus jamais pratiqué depuis. Voilà, ceci est mon péché. Même si j'ai fait cela dans le but de sauver le plus grand monde, savoir qu'un homme se fait torturer tous les jours depuis 20 ans est insupportable. Et j'ai l'image de son regard implorant dans la tête depuis ce jour-là. Mais entre vous et moi, qu'auriez-vous fait à ma place ? Tu es allongé sur ton lit. Le ronronnement sourd de ton climatiseur est la seule chose qui te sépare du silence total. Tu sais, ce silence particulier qui est si lourd, si épais que tu as l'impression qu'il est assourdissant. Le genre de silence où tu pourrais entendre une épingle tomber 3 chambres plus loin. Le genre de silence qui emplit tes oreilles du son de tes propres battements de cœur, tandis que ton oreille est pressée contre ton oreiller. Ce genre de silence. Le ronronnement sourd est le seul bruit que tu peux entendre. Un bruit qui passe généralement inaperçu, jusqu'à ce que ce soit le seul bruit présent. C'est réconfortant, que tu le réalises ou pas. Une sorte de bruit blanc qui te berce et te conduit lentement vers les ténèbres. Mais soudainement ta chambre est de retour à la température indiquée sur le thermostat, et le ronronnement s'arrête, masqué par le claquement sourd du conduit d'aération. Pour ton malheur, tu n'es pas encore endormi, et le silence s'installe. Tu devrais être réconforté par le fait que tu peux entendre tout et n'importe quoi autour de toi, compensant l'absence de visibilité due aux ténèbres. Mais tu ne l'es pas. C'est ce même environnement qui te met mal à l'aise, qui fait battre ton cœur un peu plus vite, qui rend ton corps tendu sans explication, et qui te rend conscient que tu n'es pas seul. Mais tu es seul, n'est-ce pas? Tu es allongé là, les yeux fermés depuis au moins 15 minutes, et tu t'es assuré que tout était normal dans ta chambre avant d'éteindre la lumière. On ne te l'a fait pas à toi. Tous ces squeezes Facebook que tu as fait ont juste renforcé ce que tu savais déjà. Si tu étais dans un film d'horreur, tu survivrais jusqu'à la fin. Tu as même soigneusement préparé un plan de ce que tu ferais si tu te retrouvais dans une de ces situations que tu as lues dans des creepypastas. Mais ces trucs-là, c'est juste des bêtises de toute façon, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur, ou du moins, c'est ce que tu continues à te dire. Mais attends, qu'est-ce que c'était? Était-ce le bruissement d'un tissu? Mais tu n'as pas bougé dans ton lit. Tu n'as fait aucun mouvement. C'est toi qui as fait ce bruit? Non, tu n'aurais pas pu. Tu es paralysé dans ton lit, raide, avec un malaise qui n'était pas là il y a quelques instants.
Tu as sûrement dû l'imaginer. Tu dois l'avoir imaginé. Tu te retournes pour faire face au mur. Loin des yeux, loin de l'esprit. S'il y a quelque chose dans la chambre avec toi, ça devra accepter que tu sois trop fatigué pour t'en occuper pour le moment. Tu es toujours paralysé par ce malaise quand tu entends à nouveau le bruissement. Cette fois, il est accompagné par un bruit sourd sur le sol. Ton cœur manque un battement. Tu as vraiment entendu ça? Non, tu paniques pour rien. Tu devrais vraiment arrêter de jouer à ces jeux d'horreur si tard dans la nuit. Ça te retourne le cerveau. Tu es une personne rationnelle. Alors arrête de faire l'enfant et endors-toi, voyons. Tu fermes très fort les yeux, espérant silencieusement que le sommeil t'emportera bientôt. Tu supplies pratiquement pour être emmené en sécurité dans un monde onirique de ta propre création. Tu fuis dans un sens, mais il n'y a rien là-bas, pas vrai? Tu es juste fatigué, je sais. Lorsque tes yeux sont hermétiquement fermés, tu prends conscience que peu importe à quel point tu le veux, tu ne peux plus bouger tes bras et tes jambes. Allons, tu vas vraiment laisser ça t'atteindre à ce point? Tu as quel âge? 12 ans? Remballe tes pensées et dors. Non mais... Maintenant, alors que tu es plus tendu que jamais, ce son énervant résonne à nouveau dans la pièce. Le bruissement du tissu, suivi par un bruit sourd sur le sol. Sans le savoir, tu retiens ta respiration, les yeux fermés aussi fort que possible. Tu as un besoin enfantin de tirer la couverture sur ta tête. C'est ton imagination, tout est dans ta tête. Je te croyais meilleur que ça. Ton cœur bat fort dans tes oreilles maintenant, mais pas assez fort pour étouffer le son répétitif qui approche de l'autre côté de la pièce. C'est quoi ce bruissement? Peut-être que tu as laissé un bout de papier sur le sol. Ça doit être ça. Et ce battement? Peut-être le chat, ou le chien, ou quelque chose. Ils ont probablement couru à l'intérieur quand tu ne regardais pas avant de fermer la porte. Ouais, tu es juste paranoïaque. Le bruit est maintenant à moins de 30 cm de ton lit. Et lui tournant le dos, tu n'oses pas te retourner pour voir ce qu'il en est. Pas que cela t'avancerait à quelque chose, car la seule lumière dans ta chambre est celle faible de ton téléphone sur la table de nuit. Tu l'as branché avant de te glisser au lit, tu te souviens? Mais tu n'oses pas te retourner et regarder. Il n'y a rien là-bas de toute façon. Des minutes qui ressemblent à des heures s'écoulent, alors que tu fais face au mur, raide comme un piquet, incapable de faire bouger ton corps récalcitrant. Tu n'as plus entendu les bruits depuis un moment maintenant, pas depuis qu'ils ont atteint le bord de ton lit. Tu sais qu'il n'y a rien là, idiot. Tu aurais vraiment dû mettre de la musique, ou quelque chose comme ça avant d'aller au lit. Oh, tant pis, peut-être la prochaine fois. Soudain, un bruit familier résonne dans la pièce, suivi de ce ronronnement habituel. Tu expires profondément, soulagé, ton corps se détendant petit à petit. Dieu merci, la paralysie est passée. Tu peux enfin dormir en paix. Ce silence commençait vraiment à t'atteindre. Tu te retournes pour vérifier l'heure sur ton téléphone allumé. Ça doit faire au moins 1 heure que tu essaies de dormir. Tu te retrouves nez à nez avec mon visage pourrissant, ma peau en lambeaux étirée, en un sourire jusqu'aux oreilles. Mes orbites vides où résidaient autrefois mes yeux te fixent intensément. Ah, je vois que tu es encore réveillé.